Après être revenu des funérailles de ma belle-mère, mon mari m'a soudain poussé, ainsi que notre fille, dans le placard. « Papa, j'ai peur. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, mais il a dit « Silence. Ne fais pas de bruit. » J'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Laura. Je travaille de chez moi en tant que graphiste indépendante. Mon mari, David, dirige un cabinet d'architecte. Il est gentil et honnête, et nous sommes mariés depuis 8 ans. Et nous avons notre fille de 6 ans, Sophie. C'est une petite fille vive et innocente qui me réveille chaque matin avec un sourire. Notre vie était très heureuse. David partait travailler tôt le matin et rentrait le soir. Pendant la journée, je travaillais sur des projets de design dans mon bureau à domicile tout en m'occupant de Sophie. Nous dînions ensemble, notre petite famille de 3, et Sophie nous racontait sa journée à l'école. Le week-end, nous allions au parc du quartier où nous regardions un film. C'était une vie quotidienne ordinaire, mais pour moi, elle était précieuse. Notre famille comptait une autre personne importante, la mère de David, Margaret. C'était quelqu'un que tout le monde connaissait dans le quartier. Les gens traitaient Margaret comme une sainte, la regardant avec respect, et pour de bonnes raisons. Margaret soutenait les orphelins et les enfants dans le besoin depuis 30 ans. Elle avait la réputation d'accueillir de nombreux enfants en famille d'accueil et de les élever avec amour. Elle avait fait la une du journal local à de nombreuses reprises et avait même été honorée en tant que philanthrope. Moi-même, je pensais que Margaret était une belle-mère formidable. Elle nous avait accueillis chaleureusement et adorait Sophie. Une fois par mois, elle venait chez nous avec des cookies faits maison. David semblait respecter profondément sa mère et parlait toujours d'elle avec gratitude. Mais il y a 2 semaines, tout a changé. Margaret est morte subitement chez elle. Le médecin a diagnostiqué une crise cardiaque. David était profondément attristé et a pris plusieurs jours de congé. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis notre mariage. Tout ce que je pouvais faire, c'était le serrer dans mes bras et être là pour lui. Mais parfois, il y avait quelque chose d'étrange. Une ombre passait sur le visage de David. On aurait dit qu'il portait un fardeau plus lourd que le simple chagrin. Un jour, je lui ai demandé « Ça va ?» David a marqué une pause avant de répondre. « Oui, je pensais juste à maman. » Mais ses yeux semblaient cacher quelque chose. Les préparatifs pour les funérailles ont commencé. Étonnamment, on nous a dit que plus de 200 personnes y assisteraient. Des gens qui disaient avoir été aidés par Margaret sont venus les uns après les autres pour lui rendre hommage. D'anciens enfants placés en famille d'accueil ont également pris contact, disant qu'ils voulaient assister aux funérailles. Tout le monde était reconnaissant envers Margaret et disait à quel point elle avait été une personne merveilleuse. Mais il y avait une chose étrange. Il y avait quelqu'un avec qui David évitait tout contact. Un jour, le téléphone a sonné et David a répondu. Quand il a raccroché, son visage a changé de couleur. Quand je lui ai demandé qui c'était, David a seulement dit que c'était quelqu'un qu'il ne pouvait plus joindre. Il n'a rien dit de plus. La veille des funérailles, David était seul dans son bureau. Quand je suis allé voir comment il allait, il ouvrait et fermait des tiroirs. Il semblait chercher quelque chose, mais il n'arrivait pas à le trouver et paraissait irrité. Quand je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il a dit que c'était de vieilles photos de sa mère. Mais son expression était sombre et il n'avait pas vraiment l'air de chercher des photos. Le jour des funérailles était clair et calme, mais mon cœur n'était pas tranquille. Le comportement de David était étrange. Il a à peine touché à son petit déjeuner et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Tandis que j'aidais Sophie à enfiler sa robe noire, j'observais le profil de mon mari. Quand nous sommes arrivés à l'église, un nombre incroyablement grand de personnes s'était rassemblé. Il semblait y avoir plus de 200 personnes. Tout le monde avait une expression grave, pleurant la mort de Margaret. Les fleurs s'entassaient comme une montagne autour du cercueil et le portrait de Margaret était exposé au centre. En regardant sa photo avec ce doux sourire, j'ai senti les larmes me monter aux yeux aussi. Les funérailles ont commencé. Le pasteur s'est tenu au pupitre et a commencé à parler de Margaret. Margaret était la messagère de Dieu, a dit le pasteur. Comment elle avait sauvé tant d'enfants et leur avait donné de l'amour. Combien elle avait contribué à la communauté. Les participants hochaient la tête à ces mots, des larmes coulant sur leur visage. Au premier rang étaient assis d'anciens enfants placés. Ils s'essuyaient les yeux avec des mouchoirs tout en regardant le portrait de Margaret. Pour eux, Margaret devait avoir été une mère. En voyant leur chagrin,
j'ai réalisé une fois de plus à quel point Margaret avait été une personne formidable. David était assis à côté de moi, fixant droit devant lui. Sa main était froide et tremblait de temps en temps. Je lui ai pris la main. Je voulais lui dire que tout irait bien. Mais même si David a serré ma main en retour, il n'a pas bougé son regard. À ce moment-là, j'ai remarqué un homme assis au fond. Lui seul ne pleurait pas. Il était assis, sans expression, comme une statue de pierre. Il portait un costume noir et ses yeux ne montraient aucune émotion. David semblait l'avoir remarqué aussi. J'ai senti le corps de mon mari se raidir un instant. Son visage a changé de couleur et de la sueur est apparue sur son front. Je lui ai demandé doucement ce qui n'allait pas, mais David a juste secoué la tête. Le sermon du pasteur a continué. Les participants écoutaient en silence. Des hymnes ont été chantés, des prières ont été offertes. Tout s'est déroulé solennellement et paisiblement. Mais c'est arrivé soudainement. L'homme au fond s'est levé brusquement. Un murmure a parcouru l'église. Tout le monde s'est retourné pour le regarder. Sans dire un mot, il a simplement commencé à descendre l'allée. Seuls ses pas résonnaient dans l'église alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Personne ne l'a interpellé. Ils l'ont simplement regardé partir avec des expressions confuses. David a essayé de se lever. Je lui ai attrapé le bras. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire, mais David n'a pas répondu. Sa main tremblait violemment. Finalement, David s'est rassis. Mais pour le reste des funérailles, il n'a pas prononcé un mot. Il a juste serré les poings et baissé les yeux. Les funérailles se sont terminées et nous nous sommes rendus au cimetière. Le cercueil a été lentement descendu dans la tombe. Les participants se sont avancés un par un pour offrir des fleurs. Sophie et moi avons également déposé des roses blanches. Sophie a dit d'une petite voix, « Au revoir, mamie ». Mais David semblait agité. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre et de regarder autour de lui nerveusement. C'était comme s'il était sur ses gardes. Une fois l'enterrement terminé, les participants se sont réconfortés les uns les autres et ont partagé des souvenirs de Margaret. D'anciens enfants placés ont essayé de parler à David, mais celui-ci m'a dit que nous devions partir bientôt. Quand je lui ai demandé s'il n'allait pas parler avec tout le monde, David a dit qu'il appellerait plus tard, mais il y avait de l'urgence dans sa voix. Il a rapidement pris Sophie dans ses bras et a commencé à marcher vers la voiture. Je me suis précipité derrière lui. « David, attends !» ai-je crié, mais il ne s'est pas retourné. Sophie me regardait aussi avec une expression perplexe. Une fois dans la voiture, David a immédiatement démarré le moteur. La voiture s'est mise en mouvement avant même que j'aie pu attacher ma ceinture de sécurité. « David, c'est dangereux », ai-je dit. Mais il a continué à conduire en silence. Le silence dans la voiture était total. Sophie était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Je fixais le profil de mon mari. Sa mâchoire était crispée et ses yeux étaient rivés sur la route. J'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé, « Cet homme, tout à l'heure, qui était-ce ? Celui qui a quitté l'église. » David est resté silencieux un moment. Puis il a répondu d'une petite voix. « Un enfant dont ma mère s'occupait autrefois. »« Alors pourquoi ne l'as-tu pas salué ?» ai-je continué. « Il est venu voir ta mère aussi, n'est-ce pas ?» David n'a pas répondu. Il a juste appuyé sur l'accélérateur. La voiture a pris de la vitesse. « David, tu vas trop vite », ai-je dit, mais il ne semblait pas m'entendre. Bientôt, notre maison est apparue. David a freiné brusquement et a arrêté la voiture dans l'allée. Il est rapidement sorti de la voiture et a pris Sophie. Puis il s'est mis à courir vers la porte d'entrée. « David, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié, mais il n'a pas répondu. Je suis aussi sorti rapidement de la voiture et je l'ai suivi. David a ouvert la porte d'entrée. Il est entré et est resté immobile pendant quelques secondes. Puis, quand il s'est retourné, son visage était d'une pâleur mortelle. « Laura, Sophie, entrez ici, maintenant !» a-t-il crié. Quand je me suis précipité dans l'entrée, David m'a attrapé le bras. Tenant toujours Sophie d'un bras, il m'a tiré avec son autre main. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne pouvais pas parler. Dans les yeux de David, il y avait une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Il nous a entraînés dans le couloir et a ouvert la porte du placard. « Entrez » a-t-il dit. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis » ai-je demandé. Mais David n'a pas répondu. Il nous a poussés, Sophie et moi, dans le placard. Puis il est entré lui-même et a fermé la porte. Le placard était sombre et exigu. Des manteaux et des vestes touchaient nos visages. Sophie a poussé un petit cri. « Papa, j'ai peur », a dit ma fille, sa voix tremblante.
J'ai aussi pressé David. David, qu'est-ce qui ne va pas? Explique ce qui se passe. David m'a saisi les épaules et a approché son visage du mien. Sa respiration était saccadée. Puis il a dit d'une voix tremblante, « Silence. Ne faites pas de bruit. » Il y avait une supplication dans ses mots. J'étais sans voix. Sophie s'est accrochée à moi, effrayée. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit. Le bruit de la porte arrière qui s'ouvre. Quelqu'un était entré dans la maison. Mon cœur s'est mis à battre violemment. David a mis son index sur ses lèvres, nous faisant signe de nous taire. Sophie a enfoui son visage dans ma poitrine, tremblante. On entendait des bruits de pas. Des pas lents et lourds. La personne semblait se promener dans la maison. Il y a eu un bruit venant de la cuisine. Le bruit d'un tiroir qui s'ouvre, le bruit de quelque chose qui tombe sur le sol. J'ai prudemment jeté un coup d'œil à l'extérieur par la fente de la porte du placard. Au bout du couloir, dans le salon, j'ai pu voir la silhouette d'un homme, un homme grand. Il portait un costume noir. J'ai retenu mon souffle. C'était cet homme, l'homme sans expression qui était parti tôt des funérailles. Il semblait chercher quelque chose. Il sortait des livres de la bibliothèque, les feuilletait, puis les remettait sur l'étagère. Ensuite, il a vérifié l'étagère d'exposition. Il a pris un cadre photo et l'a fixé. « Où est-ce » a-t-il murmuré. « Où est-ce » Sa voix était basse, mais pressante. Elle semblait à la fois en colère et désespérée. David a fermé les yeux et est resté immobile. De la sueur est apparue sur son front et il a doucement couvert la bouche de Sophie d'une main. Pour que Sophie ne fasse pas de bruit. Mon corps tremblait de peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme est-il entré par effraction chez nous? Pourquoi David est-il si terrifié? Les pas de l'homme se sont rapprochés. Il descendait le couloir vers le placard où nous nous trouvions. J'ai retenu mon souffle. Mes bras tenant Sophie se sont resserrés. David a également raidi son corps. Les pas se sont arrêtés. L'homme semblait s'être arrêté au milieu du couloir. Puis il s'est remis à marcher. Cette fois vers la chambre à coucher. J'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvre. L'homme entrant dans la chambre. Le bruit d'objets qui bougent. Le bruit d'un placard qui s'ouvre, le bruit de quelqu'un qui vérifie sous le lit. J'ai regardé le visage de David. Il a ouvert les yeux et m'a regardé en retour. Il y avait une expression d'excuse dans ses yeux et il semblait vouloir me dire quelque chose. L'homme est ressorti dans le couloir. Cette fois, il semblait se diriger vers le bureau. Les pas se sont éloignés. David a approché son visage du mien. Puis il a chuchoté d'une voix si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. « Laura, écoute ce que je vais te dire. » J'ai hoché la tête. David a commencé à parler lentement, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Cet homme s'appelle Nathan. C'est un enfant que ma mère a recueilli il y a longtemps. »« Je sais ça, » ai-je répondu à voix basse. « Mais pourquoi est-il ici ?» David a fermé les yeux. Puis il a pris une profonde inspiration. Les mots qu'il a prononcés ensuite allaient bouleverser mon monde de fond en comble. « Ma mère a maltraité Nathan. »« Quoi ?» J'ai failli parler à voix haute. David a rapidement couvert ma bouche avec sa main. Sophie nous a regardés avec anxiété. David a continué, « Ma mère n'était pas une sainte. C'était un monstre. Pas seulement Nathan. Il y en a eu beaucoup d'autres. Ma mère les a maltraités. Elle les battait, les affamait, les brisait mentalement. Je ne pouvais pas y croire. Margaret, ma gentille belle-mère, la philanthrope respectée de la communauté. » Des larmes coulaient des yeux de David. Je le savais depuis que j'étais enfant, je l'ai toujours su, mais je ne pouvais rien faire. J'avais peur de ma mère. Et même après être devenu adulte, j'ai souffert de culpabilité mais je n'ai rien fait. J'ai fermé les yeux. J'étais sans voix. Mon esprit s'est vidé. David savait. Il avait toujours su et s'était tu. À ce moment-là, des pas se sont approchés. Nathan était sorti du bureau. Il descendait à nouveau le couloir et s'est arrêté devant le placard où nous étions. J'ai arrêté de respirer. Le son de mon cœur battait dans mes oreilles. David et Sophie ne bougeaient pas non plus. Après un moment de silence, Nathan a bougé. Sa main a touché la poignée de la porte. Lentement, la porte du placard a commencé à s'ouvrir. La lumière a envahi l'espace. Nathan se tenait là. Il nous regardait tous les trois, mais son expression n'était pas agressive. C'était une expression épuisée, profondément blessée, comme quelqu'un qui avait terminé un long voyage. « David, alors tu étais là » a dit Nathan. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une profonde fatigue. David s'est levé.
Il s'est placé devant Sophie et moi, face à Nathan. Nathan, s'il te plaît, ne fais pas de mal à ma famille, a dit David. Sa voix tremblait. Nathan a secoué la tête. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas venu pour faire du mal à ta famille. Tenant toujours Sophie, j'ai levé les yeux vers Nathan. Ses yeux étaient profondément cernés. De longues années de souffrance y étaient gravées. Nathan a commencé à parler lentement. Je voulais juste des preuves. Le journal de cette femme ou des lettres? Une sorte de preuve? A demandé David. Pourquoi? Nathan a souri tristement. Même si cette femme est morte, le monde se souviendra d'elle comme d'une sainte. Je ne pouvais pas permettre ça. Je voulais révéler la vérité. Je voulais que quelqu'un sache les souffrances que nous avons endurées. Ces mots étaient remplis d'une douleur profonde. Je me suis levé, tenant toujours Sophie. Je me suis tenu à côté de David et j'ai dit à Nathan, je vais vous aider. David m'a regardé, surpris. Laura, a-t-il dit. J'ai regardé mon mari en retour. Ce que ta mère a fait est impardonnable. Révélons la vérité. Nathan m'a regardé. Pour la première fois, une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux et des larmes ont commencé à couler. Merci, a-t-il dit. Sa voix tremblait. David a également hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je vais aider aussi. Je vais révéler les péchés de ma mère. C'est la seule façon pour moi de me racheter. Sophie a levé les yeux vers les 3 adultes depuis mes bras. Elle ne comprenait probablement pas encore ce qui se passait, mais un jour elle comprendrait et elle saurait que nous avions fait ce qu'il fallait. Nous sommes sortis du placard et sommes allés dans le salon. Sophie tenait ma main avec anxiété. Nathan s'est assis sur le canapé et a couvert son visage de ses 2 mains. David se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. J'ai emmené Sophie à l'étage dans sa chambre. Je lui ai dit de dessiner et je lui ai donné des crayons de couleur et du papier. Sophie m'a regardé avec des yeux anxieux. Maman, ça va? A-t-elle demandé. Ça va. Maman revient tout de suite en bas, ai-je répondu en lui caressant la tête. Quand je suis retourné dans le salon, Nathan avait relevé le visage. Ses yeux étaient rouges et gonflés. David était toujours debout près de la fenêtre, mais ses épaules tremblaient. Je me suis assise en face de Nathan. Et j'ai dit doucement, s'il vous plaît, racontez-moi ce qui s'est passé. Racontez-moi tout. Nathan a pris une profonde inspiration. Puis il a commencé à parler lentement. J'ai été recueilli par Margaret quand j'avais 10 ans. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture et je n'avais pas de famille. J'étais dans un foyer pour enfants quand Margaret m'a pris. Il a fait une pause, puis a continué. Au début, elle était gentille. Elle me préparait des repas chauds, me donnait une chambre propre. Elle me laissait aller à l'école. Je pensais que j'avais enfin une famille. Mais ça n'a duré que le 1er mois, a dit Nathan. Un jour, j'ai cassé une assiette. Alors, le visage de Margaret a changé. Un visage tordu par la colère et elle m'a giflé. Pas une fois, mais plusieurs fois. J'ai eu le souffle coupé. Nathan a continué à parler d'un ton neutre. Alors l'enfer a commencé. J'étais battu tous les jours. Pour la moindre petite erreur, on me criait dessus et on me frappait. Parfois, on me privait de repas. Parfois, on m'enfermait à la cave. David s'est retourné. La douleur se lisait sur son visage. Et il y avait aussi la maltraitance psychologique. Tu ne vaux rien. Tes parents sont morts à cause de toi. Personne ne t'aimera jamais. On me disait ces choses constamment. Chaque jour. Chaque jour. La voix de Nathan a commencé à trembler. J'ai essayé de m'enfuir, mais Margaret était une figure importante de la communauté. Personne ne m'a cru. J'en ai parlé à un professeur à l'école, mais on m'a dit qu'il était impossible que Madame Margaret fasse une chose pareille. J'ai aussi contacté les services de protection de l'enfance, mais Margaret a habilement caché les choses. Quand il visitait la maison, elle jouait le rôle d'une mère aimante. J'ai serré les poings. La colère montait en moi. Comment personne n'a-t-il rien remarqué? Comment personne n'a-t-il aidé? Nathan a continué, j'ai enduré pendant 15 ans. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai enfin pu quitter la maison, mais les blessures psychologiques n'ont pas guéri. Je fais des cauchemars. Je ne peux pas faire confiance aux gens. Je n'arrive pas à garder un travail décent. Il m'a regardé. Et je n'étais pas le seul. Il y en a eu beaucoup d'autres. Margaret prenait des enfants en famille d'accueil les uns après les autres et les maltraitait. Mais son image publique était parfaite. En tant que philanthrope, en tant que sainte, tout le monde la respectait. David a parlé. Sa voix était rauque. Je le savais depuis que j'étais enfant. J'ai tout vu.
Ma mère battant les enfants. Les bruits de pleurs et de cris. Mais je ne pouvais rien faire. Nathan a regardé David. Tu étais différent. Tu étais son fils biologique. Margaret était gentille avec toi. Tu étais spécial. David a secoué la tête. Non, j'avais peur aussi. J'avais peur que si je m'opposais à ma mère, je subirais le même sort. Alors, je me suis tu. J'étais un lâche. Il a frappé le mur. Même après être devenu adulte, je n'ai rien fait. Je vivais loin de ma mère, mais je n'ai pas eu le courage de révéler la vérité. Quand ma mère est morte, je me suis senti soulagé. Mais en même temps, je me sentais écrasé par la culpabilité. Nathan a dit doucement, je ne suis pas venu pour te blâmer, David. Tu étais aussi une victime. Tu étais un enfant. Mais je me suis tu même après être devenu adulte, a dit David. Je me suis interposé entre deux. Il n'est pas trop tard maintenant. Révélons la vérité. Faisons savoir au monde ce que Margaret a fait. Nathan a hoché la tête. C'est pour ça que je voulais des preuves. Le journal de Margaret, des lettres, une sorte de preuve matérielle. Les témoignages des victimes seuls pourraient ne pas être crus. La réputation de Margaret est si forte. David a dit, la cave. Ma mère cachait un coffre-fort à la cave. Je l'ai vu une fois quand j'étais enfant. Il pourrait y avoir quelque chose là-dedans. Nous nous sommes dirigés tous les trois vers la cave. C'était un espace sombre et moite. Quand David a appuyé sur une partie du mur, une porte cachée s'est ouverte. Derrière, il y avait un petit coffre-fort. Avec des mains tremblantes, David a tourné le cadran du coffre. Il a échoué plusieurs fois, mais finalement il y a eu un déclic et le coffre s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient de nombreux vieux cahiers. David en a sorti un et l'a ouvert. Puis son visage a changé de couleur. A-t-il murmuré. J'ai aussi regardé par-dessus son épaule. Là, écrit de la main de Margaret, les pages étaient remplies de textes. C'était un journal. Avec des mains tremblantes, j'ai tourné les pages. Là, des comptes rendus de maltraitance étaient écrits en détail. Quel enfant avait reçu quelle punition, pourquoi il avait été puni, et de manière horrifiante, Margaret justifiait tout. Cet enfant était rebelle, donc une éducation était nécessaire. En le privant de repas, je lui ai appris la gratitude. La punition physique est une expression d'amour. J'ai eu la nausée. La personne qui avait écrit cela était qualifiée de sainte par le monde. En cherchant plus loin dans le coffre, nous avons trouvé des photographies, des photos d'enfants placés, et au dos étaient notés des « dossiers de punition ». Il y avait aussi une photo de Nathan, une photo de l'enfant. Au dos étaient détaillées les punitions qu'il avait reçues. Nathan a pris la photo et l'a fixée. Des larmes ont coulé sur ses joues. Enfin, je peux enfin le prouver. J'ai posé ma main sur son épaule. Oui, maintenant nous pouvons révéler la vérité. David a sorti d'autres cahiers. Dedans étaient écrits les noms et les coordonnées d'autres enfants placés. Contactons ces personnes. Si nous témoignons tous ensemble, personne ne pourra le nier. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Vous n'êtes pas seul. Nous parlerons tous ensemble. Nathan a montré un vrai sourire pour la première fois. C'était un sourire rempli de soulagement et d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes sortis de la cave et sommes retournés dans le salon. Là, nous avons discuté de ce qu'il fallait faire ensuite. David contacterait le journal local et nous contacterions également les autres victimes. Une longue nuit était sur le point de s'achever, mais notre combat ne faisait que commencer. Le lendemain, David a contacté le journal local. Il a rencontré un journaliste et lui a montré le journal de Margaret et les photos comme preuve. Au début, le journaliste avait une expression d'incrédulité. Mais en lisant le journal et en regardant les photos, son visage a changé de couleur. L'article a été publié une semaine plus tard. Un gros titre barrait la première page, la philanthrope Margaret était en réalité une tortionnaire. La communauté était sous le choc. Tout le monde a réagi avec incrédulité, mais les preuves étaient claires. Le journal écrit par Margaret elle-même, des dossiers de punition détaillés, et surtout, le témoignage des victimes. Nathan s'est manifesté en premier, et après lui, d'autres victimes ont commencé à parler, 5 au total. Ils ont courageusement parlé des abus qu'ils avaient subis. Ils ont répondu à des interviews des médias, ont témoigné au tribunal et ont révélé la vérité. La réputation de Margaret s'est complètement effondrée. Sa pierre tombale a été souillée de graffitis de protestation. L'organisation caritative qui portait son nom a changé de nom. Les récompenses qui lui avaient été décernées ont été révoquées.
La femme qui avait été qualifiée de sainte serait désormais rappelée comme une tortionnaire. Mais ce n'était pas tout. Avec la révélation de la vérité, une voie s'est ouverte pour que les victimes reçoivent de l'aide. Un soutien psychologique a été fourni et des organisations de soutien ont été créées. D'autres victimes d'abus qui n'avaient pas pu parler ont également trouvé le courage de se manifester. David a utilisé toute sa fortune pour créer un fonds de soutien aux victimes. « Je vais expier les péchés de ma mère », a-t-il dit. Il est allé s'excuser auprès de Nathan et des autres victimes, un par un. Un jour, David a rencontré Nathan seul. Il s'est incliné profondément et a dit « Je ne te demanderai pas de me pardonner, mais laisse-moi m'excuser. Je me suis tu. C'était aussi un péché. » Nathan a posé sa main sur son épaule. « David, tu n'es pas à blâmer. Tu étais aussi une victime. Mais maintenant, tu essaies de te racheter. C'est suffisant. Merci. » Les deux hommes se sont serrés la main et pour la première fois, ils ont échangé de vrais sourires. Plusieurs mois ont passé. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Nous avons décidé de quitter la région près de la maison de Margaret et de commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Sophie a commencé dans une nouvelle école et s'est rapidement fait des amis. Nathan a commencé à nous rendre visite de temps en temps. Au début, il était réservé, mais peu à peu, il est devenu plus à l'aise. Sophie l'adorait et le serrait dans ses bras à chaque fois qu'il venait. « Tonton Nathan, reviens s'il te plaît », disait Sophie. « Oui, je reviendrai », répondait doucement Nathan. Un dimanche, nous étions tous les quatre assis autour de la table à manger. Nous rions ensemble en mangeant des pâtes que David avait préparées. Nathan a raconté une blague et Sophie a gloussé. En regardant cette scène, j'ai dit à David, « La famille, c'est une chose étrange, n'est-ce pas ?» David a hoché la tête. « Ce n'est pas une question de sang. C'est la confiance et l'amour. C'est ce qui fait une famille. » Nathan a également souri. « Je n'ai pas eu de famille pendant longtemps, mais maintenant je suis ici avec vous tous. » Sophie a dit innocemment, « Tonton Nathan fait partie de la famille aussi, n'est-ce pas, maman ?» « Oui, c'est vrai », ai-je répondu. Nous avions trouvé une nouvelle forme de famille. Même sans lien de sang, prendre soin les uns des autres, se soutenir, s'aimer. C'est ça, une vraie famille, je le pensais du fond du cœur. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Une lumière orangée illuminait la pièce. Nous avons continué notre repas avec des sourires. Même avec des liens de sang, un tortionnaire n'est pas une famille. Mais sans lien de sang, les gens qui se protègent et s'aiment peuvent devenir une famille. C'est ce que nous avons appris. Et les survivants d'abus ont le droit de parler, le droit de dire la vérité, le droit de chercher la justice. Nathan et les autres victimes ont exercé ces droits et ils ont changé l'avenir. On ne peut peut-être pas choisir sa famille, mais on peut en créer une. Une vraie famille liée par la confiance et l'amour. Nous en étions la preuve.